Bonsoir et bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. La lutte contre le terrorisme ou les djihadistes est devenue une préoccupation majeure des pouvoirs publics dans le Sahel au cours des dernières années. Malheureusement, ces djihadistes ou ces terroristes font des incursions dans les pays qui étaient auparavant épargnés, comme le Bénin. Malgré le déploiement d'une force multinationale au Mali, pour freiner cette avancée, rien ne semble empêcher les mouvements terroristes de faire des incursions répétées qui mettent en mal la quiétude des populations. Pour mieux comprendre les enjeux de ces mouvements djihadistes, mais aussi le sentiment anti-français sur le continent, nous avons invité pour vous M. Souleymane Hamzat, expert en problématiques de terrorisme et des questions de conflit et de sécurité. Bonsoir, Monsieur Hamzat, et bienvenue à notre émission et surtout merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir, cher ami, bonsoir au peuple africain, bonsoir à nos auditeurs et nos téléspectateurs, surtout à la galaxie patriotique panafricaine et à vos techniciens qui, de l'ombre, font un travail merveilleux. Merci beaucoup. Bonsoir aussi à tous les internautes qui sont déjà avec nous. Ils peuvent participer à cette émission en laissant leurs questions ou commentaires dans le fil de cette vidéo live. Il est possible d'appeler aussi à travers les numéros qui sont affichés dans le fond derrière moi. Donc, avant d'aller plus loin avec votre permission, M. Hamzat, je vais passer un élément qu'on va écouter, puis après, on reviendra ici pour entrer dans le vif du débat. Avec plaisir. C'est géopolitique. La France a donc retiré hier ses dernières troupes du Mali. Et elle l'a fait le 15 août, date anniversaire des débuts de la débâcle états-unienne d'Afghanistan. Alors le message est clair, les Américains sont partis piteusement de Kaboul dans le chaos. Nous évacuons le Mali en bon ordre, à la date prévue et dans l'honneur. En fait, cette petite démonstration infantile souligne plutôt les similitudes avec l'opération afghane de Washington. Comme les Américains en Afghanistan, nous sommes restés trop longtemps, 20 ans pour eux, 9 ans pour nous, mais surtout, comme les Américains en Afghanistan, nous avons prétendu battre des organisations djihadistes locales ou internationales avec des moyens militaires et non de contre-terrorisme. Dans les deux cas, c'était perdu d'avance. Non pas que l'armée française ait démérité au Mali, mais toutes les victoires tactiques d'une armée expéditionnaire ne produisent à la fin que des échecs stratégiques. Au fur et à mesure, l'ennemi s'aguerrit, se renforce et gagne même en prestige. Après les opérations Serval puis Barkhane, d'un conflit qui en 2013 était confiné aux marges du désert algérien et au nord du Mali, on aboutit aujourd'hui à au moins 5 pays impliqués, Mali, Niger, Burkina Faso et même Tchad et Bénin. L'année dernière, plus de 2500 actes terroristes y ont été recensés entre ces 5 pays, faisant 6000 morts. Quel échec! Et quelles ont été les autres erreurs de Paris? Eh bien, d'avoir fait de la France-Afrique à l'ancienne, c'est-à-dire envoyer l'armée d'abord, papoter ensuite, en 60 ans. La France est intervenue pas moins d'une quarantaine de fois en Afrique et toujours de cette façon. La Grande-Bretagne, qui elle aussi est une ancienne puissance coloniale, n'est à titre de comparaison intervenue militairement qu'une seule fois depuis les indépendances au Sierra Leone en 2000 sous Tony Blair. De plus, la France au Mali s'est mêlée de politique intérieure en soutenant par exemple des organisations Touareg au nord du Mali, les dédouanant de l'opprobre djihadiste pour leur confier un rôle de maintien de l'ordre, voire de partenaire. Et il faut dire que ça vient de loin. Déjà à l'époque de la coloniale, les militaires et responsables français avaient un faible pour les hommes bleus du désert, qu'ils considéraient comme des guerriers valeureux, des seigneurs en somme, sur lesquels la France a toujours su compter. Mais pour Bamako, qui depuis des décennies subit des rébellions Touareg, méprisant les populations noires du Sud et refusant leur tutelle, les accords de paix d'Alger de 2015 qui les obligeaient à partager le pays en zone d'influence étaient insupportables. Enfin, trop d'influence coupable, d'indulgence coupable envers des pouvoirs régionaux impopulaires et décrédibilisés a fini de déstabiliser ou de décrédibiliser Paris. C'est-à-dire?
Eh bien, on ne peut pas réclamer un processus démocratique exemplaire au Mali et soutenir une succession dynastique au Tchad. On ne peut pas appuyer des décennies durant un régime militaire au Burkina Faso, celui de Blaise Compaoré, et en menacer un autre à Bamako. Ces contradictions-là se payent très cher et cachent, alors même que la France est un des seuls pays du monde occidental à avoir fait de l'Afrique une priorité stratégique. En fait, il faut absolument que Paris purge son passé et ses réflexes militaro-coloniaux si nous voulons avoir un avenir en Afrique. Anthony Bélanger, géopolitique. France Inter. Donc, merci. Ok, l'élément est terminé. Donc, c'est un élément de France Inter. On a parlé de cet élément de 2500 actes terrorisme dans notre région. Que vous inspire cet élément de façon générale par rapport à ce commentaire de France Inter? Ben, écoutez, déjà, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez d'apporter ma part de vérité compte tenu de mon expérience qui date de plus de 25 ans dans le domaine et plus particulièrement dans l'exercice de la protection et de la sécurité. Je suis en effet Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Je suis béninois de nationalité, de père et de mère, né en terre d'Afrique du Bénin, n'est-ce pas? Cette terre-là que nous aimons tant, qui nous appartient à nous autres béninois et partant à tous les patriotes africains. Je me réjouis d'être sur votre plateau parce que le terrorisme étant une guerre asymétrique que beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs. Ils ne connaissent pas les tenants, les aboutissants, le mode de financement, le mode d'action et voire même le mode opératoire qui semble un total flou, hein, n'est-ce pas, dans la conscience de nos citoyens. J'espère que cette émission sera l'occasion pour nous, n'est-ce pas, d'apporter notre part de vérité si tel est que le terrorisme existe réellement en Afrique ou si c'est un autre phénomène dont on ne veut pas citer ici le nom. Enfin, pour venir à votre question, qu'est-ce que je pense de ce premier élément? Je profiterai pour retracer un peu, disons, la naissance du terrorisme en Afrique. Pas ailleurs, mais en Afrique. Il faut partir de la guerre de la Libye, n'est-ce pas? Cette guerre-là qui, pour me situer que dans les années 2010-2020. Sinon, il y a bien eu des attentats terroristes bien avant à Mombasa, au Kenya. Vous vous souvenez de l'attentat n'est-ce pas, terroriste qui a frappé l'ambassade américaine, c'était Oussama Ben Laden, mais on ne remontera pas jusqu'à là. On va parler de l'Afrique subsaharienne, donc le Mali, tout ce qui concerne la CEDEAO, puisque c'est là le thème. Donc, je vous disais tantôt que la Libye a été frappée dans des conditions totalement calamiteuses. Calamiteuses pour de simples raisons que les premières frappes ont commencé sur Tripoli avant même que les Nations Unies ont pris, n'est-ce pas, un décret qui décidait, n'est-ce pas, une fly zone. Ça dit qu'il fallait mettre une limite aux soldats de Kadhafi à ne pas franchir au niveau de Benghazi, sachant qu'il nous aurait été dit que Kadhafi attaquait son peuple, ce qui était un mensonge, mais à nul autre pareil. Ceci étant, la Libye, il n'était plus en réalité question de fly zone. Il fallait carrément descendre le colonel Kadhafi. C'était l'objectif qui était caché et qui d'ailleurs, pour des raisons fallacieuses que nous avons évoquées sur plusieurs plateaux de télévision, ont conduit, n'est-ce pas, à cette guerre-là qui a duré 7 ou 8 mois. Imaginez-vous la Libye du colonel Kadhafi tenir face à l'OTAN. Je vous parle de l'OTAN. L'OTAN, c'est à peu près 28 nations. Donc, 8 mois de guerre acharnés, nuit et jour, des bombardements à répétition sur la ville de Tripoli, on finit par avoir raison, n'est-ce pas, du colonel Kadhafi qui malheureusement a été arrêté. Il n'a même pas eu le temps de se constituer prisonnier qu'on lui a logé une balle dans le cœur. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Je voudrais apporter ici quelques secondes de silence en sa mémoire parce que ce monsieur
fut celui-là même qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis devenu. Ceci étant, je prierai pour que sa mémoire repose en paix, que la Libye, qui est aujourd'hui complètement déchirée, puisse renaître de ses cendres. Et malheureusement, nous constatons que j'y ai été formé. Et là, je vais essayer de vous faire juste en quelques secondes ce paramètre-là. J'ai été formé dans les forces spéciales libyennes, au sein de l'unité qu'on appelle l'unité de la Mataba. La Mataba laquelle Mataba est le centre international, n'est-ce pas, de résistance contre le sionisme, la réaction, le fascisme et l'impérialisme. Donc, allez comprendre déjà l'idéologie qui tend vers le panafricanisme pur et dur. Donc, c'était le côté militaire de ma formation. Mais vous n'êtes pas formé en Libye, et cela remonte, n'est-ce pas, de l'expression qu'avait eu le président Thomas Sankara, feu Isidore Thomas Sankara, qui d'ailleurs a payé aussi de sa vie dans ce genre de propos qu'il tenait, qui étaient d'un élan panafricaniste. Il disait ceci: un militaire sans culture politique, sans culture ou formation politique, devient criminel en puissance. Je me répète, un militaire sans culture politique ou formation idéologique ou politique devient un criminel en puissance. Ceci étant, cela m'a amené à la troisième théorie universelle de Kadhafi, le livre vert que j'ai étudié pendant longtemps, qui nous a été adoubé d'ailleurs par une partie du capitalisme pour nous faire savoir aussi quels sont le bien et le bon et le mauvais côté du capitalisme. Nous y avons atterri par ce que c'est le livre rouge, le communisme, que j'ai aussi étudié. Donc, au plan politique, je n'ai pas, disons, en ce qui concerne ma personne, je n'ai pas que faire l'armée. J'ai un côté aussi politique très profond. Alors, ceci étant, la Libye étant disloquée parce qu'il y a beaucoup de casernes, il y avait énormément de munitions et d'armes en Libye. La Libye, les dépôts étaient vandalisés. Et ceux qui s'y prêtent bien, qui sont des spécialistes en la matière de vente d'armes et de munitions, ben, sont rentrés en Libye, se sont infiltrés, ont fait leur business, dont certains se sont retrouvés dans le désert et se sont constitués en groupe, n'est-ce pas? Et pour d'autres qui étaient allés prêter main forte à la Libye, qui ont été équipés, armés, ont eu aussi des velléités d'indépendance en retournant, une fois le colonel Kadhafi tombé sur le champ de bataille, retournant chez eux, ils sont repartis avec toute la cargaison d'armes qu'ils avaient. Et cela a mis le Sahel dans le désordre, un désordre indescriptible. Et cela appelait à ce que nous appelons aujourd'hui la guerre d'abord de l'Azawad, la sécession de l'Azawad. Mais ceci étant, allons nous poser la question de savoir qui sont ceux qui ont attaqué la Libye? Les Français et l'OTAN, les Français en premier. Qui sont ceux qui ont demandé, n'est-ce pas, aux Touaregs de l'Azawad, n'est-ce pas, de prôner une sécession? Ce sont les mêmes Français avec l'appui du président Nicolas Sarkozy. Donc, vous comprendrez que le Mali se retrouve dans une sécession au niveau, à partir de Kidal jusqu'au nord. C'était une zone, mais comment je vais vous appeler ça? Un no man's land, oui. C'est le terme. Aucune autorité malienne ne pouvait avoir l'opportunité d'y aller. Vous vous trouvez dans votre pays, vous imaginez que, vous connaissez bien le Bénin, c'est votre pays, qu'on vous dit qu'à partir de Dassa, vous ne pouvez pas monter vers le nord. Là, le Bénin est en deux, et c'est inadmissible. Je suis foncièrement contre les sécessions. Diviser les pays alors que nous devons aller vers une unité du continent, je pense que ce n'est pas mon avis. Alors, ceci étant, je me suis mis dès 2013 dans cette bataille à travers les médias pour faire comprendre à nos frères qu'il n'était pas question pour nous, vu l'objectif de nous réunir au sein de l'OUA, n'est-ce pas, l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, qui est redevenue, rebaptisée Union africaine par la suite, de nous mettre à nous disloquer, comme c'est le cas au Soudan du Sud. Il y a un Soudan du Nord, maintenant un Soudan du Sud. La Somalie, on ne sait même pas ce que ça devient.
n'est-ce pas? On est en train de nous déchirer de partout. Il va falloir que nous nous réveillons, que nous prenions des responsabilités. Mais imaginez-vous, les armes qui sont rentrées au Mali ont servi maintenant à déstabiliser d'abord le Mali, à le couper en deux, à former des groupes, sous-groupes djihadistes. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, il y en a une pléthore qui ont décidé de descendre sur Bamako. D'où, n'est-ce pas, ce que d'autres ont qualifié de les Maliens nous auraient dit, nous auraient demandé de venir intervenir au Mali. Les Maliens n'ont jamais demandé ça. Les autorités maliennes, d'ailleurs, en ont fait écho plusieurs fois. Il était question pour les Maliens, n'est-ce pas, de demander un appui en renseignement et un appui aérien, vu que leur flotte avait été décimée. La flotte aérienne malienne n'existait plus. Donc, il fallait avoir un appui aérien et au sol, avoir un appui en renseignement. Les Maliens même ont décidé d'affronter les djihadistes. Ils l'ont fait avec l'appui du feu maréchal Idriss Déby Itno, d'où vous entendez d'ailleurs des discussions avec le président Assimi Goïta actuellement, et à l'époque, commandant les troupes, n'est-ce pas, maliennes à la porte de Kidal. Ils ont été freinés, aussi bien le colonel Assimi Goïta que le général Mahama Idriss Déby Itno du Tchad actuel ont été freinés à la porte de Kidal. Par qui? Par les mêmes Français. Donc, vous voyez, le problème, voilà, retracé en quelques mots, la naissance, n'est-ce pas, du djihadisme dans la sous-région ouest africaine. Merci beaucoup. Mais actuellement, il y a peut-être à faire des précisions par rapport aux terminologies. Est-ce que les forces ou bien les mouvements qui font des incursions un peu partout dans notre sous-région, est-ce que c'est des djihadistes, des terroristes ou comment on les appelle exactement? Prenons, disons, cantonnons-nous à ce que nous entendons. Okay. N'est-ce pas? Il y en a d'autres qui sont des mouvements. Je vous prends le cas d'une Gilide. Vous prenez d'autres comme Boko Haram, c'est une secte. N'est-ce pas? C'est la secte Boko Haram. Vous prenez Al-Qaïda, c'est une armée de terroristes. Ce n'est pas la même chose. Et ainsi de suite. Ils se sont disloqués. Ils se sont disloqués et ça a créé des groupes et des sous-groupes. Que d'ailleurs, ils se sont donné des noms faramineux que nous ne maîtrisons même plus. Donc aujourd'hui, quand il y a une attaque, c'est selon le mode opératoire de ce groupe-là que vous pouvez dire, au vu de ces genres d'attaque, je pense que ça doit être tel groupe. Et ensuite, s'enclenchent les enquêtes qui vous amènent à la réalité. Mais vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, sur la base d'une simple attaque, dire c'est Al-Qaïda, c'est le Boko Haram, c'est, je ne sais pas, Al-Qaïda au Maghreb islamique, parce qu'Al-Qaïda aussi s'est cassé et elle est allée en sous-groupe. Donc, il faut comprendre déjà le mode opératoire de chaque groupe. Il y en a qui prennent, n'est-ce pas, des otages, ne serait-ce que pour l'argent, échanger, avoir de l'argent pour faire. Il y en a d'autres qui sont de véritables trafiquants. Il y en a une là, qui se situe au sud, n'est-ce pas, de la Libye, mais qui sème la terreur à tout va avec les migrants. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de groupes qui se proclament, n'est-ce pas, relevant dont l'idéologie se proclame relevant de l'islam, mais qui en réalité n'en est pas une. Je suis musulman, coadulé, pratiquant. J'ai fait le Hajj en 1988. Ce qui se passe dans le désert là n'a rien à voir avec la religion islamique. Il y a beaucoup d'autres choses qui se cachent derrière, des opinions politiques, des intérêts économiques, probablement, puisqu'il s'agit d'armement et de munitions, un autre business dans le cadre de l'armement. Et qui sait aujourd'hui, avec les migrants, vous apprenez qu'ils sont ouverts, les cœurs sont enlevés, les reins, etc. Donc il y a beaucoup de trafic dans ce désert-là auxquels sont attachés, n'est-ce pas, ce type de guerre asymétrique. Donc, il va falloir que les experts qui sont professionnels en la question puissent réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, il s'agit d'une guerre asymétrique. Donc, ceux qui, par exemple, je vais vous faire la nuance, ceux qui disent, par exemple, ah, je suis soldat, je suis formé dans la sécurité, non, un soldat n'est pas formé pour la sécurité. La sécurité est un autre domaine, la protection en est un autre, et
si vous prenez le domaine de la sécurité, il est vaste. Il y a vous pouvez parler de sécurité alimentaire, vous pouvez parler de sécurité sanitaire, vous pouvez parler de sécurité militaire, vous pouvez parler de sécurité civile. C'est un domaine assez élargi. Donc, beaucoup de nos téléspectateurs confondent, n'est-ce pas? Quand on dit sécurité, on voit déjà l'homme en armes avec une tenue militaire, un béret sur la tête. Ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir que, décidément, on se réveille, nous-mêmes déjà, les populations, parce que tout partira de là en réalité, si tel est que nous voulons véritablement lutter ou aider nos États à lutter contre le terrorisme. À vous entendre, on a l'impression qu'on ne sait pas ce que ces mouvements revendiquent précisément. Parce que vous avez parlé de trafic de migrants, vous avez parlé de prise d'otages, mais de façon globale, ils revendiquent quoi? Ils veulent quoi? Est-ce qu'ils veulent un État islamique dans le Sahel? Excellente question. Le tout dépend déjà de quelle idéologie ils prônent pour avoir des revendications. Partons du côté de l'idéologie. Prenons à tout va une secte, la secte Boko Haram. Boko Haram, ça veut dire quoi? On n'en veut pas de l'éducation occidentale. C'est tout. Mais confusion. Qui attaque-t-il? Nous, leurs frères noirs d'Afrique. Et puis, en premier, leurs frères musulmans. Ils déciment des mosquées, ils commettent des attentats dans les mosquées, ils tuent des femmes, ils les éventent. Vous appelez ça quoi? De l'islam? Je suis l'un de savoir que ça, c'est mon islam à moi, auquel j'appartiens. Je me lève à 5 heures du matin, Allahu Akbar, je prie Dieu, je reviens chez moi tranquillement. Et dans le calme, je salue mes voisins et il y a une certaine coexistence, mais pacifique. Et le musulman, c'est celui-là d'abord en premier qui est un homme pacifique. Le musulman est très conciliant. Ce que vous voyez dans les forêts, là ou dans le désert, est loin d'être, n'est-ce pas, l'apanage de la religion islamique. Donc, par conséquent, il faut d'abord étudier l'idéologie de ces groupes, n'est-ce pas, qui sont diverses d'ailleurs. Il y en a d'autres qui sont farouchement contre les États-Unis d'Amérique. C'est leur objectif, voir les États-Unis se disloquer. Il y en a d'autres qui ne souhaiteraient pas voir, par exemple, je vous ai parlé d'une, je ne vais pas la citer pour lui faire de publicité, elle est au sud de la Libye, qui empêche mais tout ce qui est noir, tout ce qui est peau couleur noire là, de franchir et d'aller de l'autre côté. On les met en prison et c'est devenu une monnaie d'échange. Vous avez vu, il y a sur Internet, vous verrez des bandes où les gens sont obligés d'appeler leur famille pour contribuer à hauteur de 3, 4, 5, 6, même 7 000 euros pour leur liberté. Alors qu'ils ont quitté chez eux, ils ne demandaient qu'à aller de l'autre côté de la Méditerranée parce qu'ils ont des problèmes chez eux. Et le phénomène du terrorisme aussi est lié à l'instabilité, n'est-ce pas, politique que nous avons au niveau de nos États. Quand vous ne savez pas gérer l'appareil de l'État, vous créez d'autres problèmes. Le problème du chômage, par exemple, doit être un problème endémique sur lequel, d'ailleurs, chaque gouvernement doit s'atteler, refuser de s'atteler au problème du chômage, par exemple. Mais c'est une véritable bombe à retardement. Je vous donne un exemple encore atypique. Allez au niveau de nos universités. Allez constater que nos universitaires, en fait, ne sont pas formés à des métiers manuels. C'est beaucoup de papier dans la tête et des cartons à remplir, je ne sais pas combien de tonneaux, mais qui ne servent à rien du tout. À la sortie de l'université, vous les trouvez au coin de la rue en train de vendre, je ne sais pas, de l'essence frelatée ou d'être sur des motos émigrants. Mais souffrez que si celui-là qui a les moyens de créer tel groupe tel que nous les citons là, viennent vous voir et vous proposent un salaire mirobolant, mais souffrez que vous vous retrouvez avec une pléthore de délinquants dans le dos. Et ça aurait été la faute de qui? Du gouvernement qui n'a pas fait son job. C'est pour cela qu'il faut attirer l'attention, n'est-ce pas, des téléspectateurs sur tous ces aspects qui, ma foi, vont aussi, ils parlent de l'éducation familiale. Il faut éduquer les enfants, les suivre. Les parents n'ont plus intérêt à démissionner. Nous traversons des moments où vraiment les parents aujourd'hui ont complètement démissionné. Ils ont abandonné leur mission parentale. Et c'est extrêmement grave pour le devenir de l'Afrique. Mais l'État doit être au devant et jouer son rôle régalien, n'est-ce pas, non seulement de protecteur, mais d'éducateur.
Donc, en fait, ces mouvements trouvent un terreau fertile dans la famine, le chômage, le sous-emploi de nos jeunes, où ils arrivent à recruter facilement. En partie, en partie. Je vous donne un deuxième exemple. Allons au niveau du Burkina Faso. Vous verrez que l'actuel, n'est-ce pas, locataire du COSIAM, je veux parler du colonel Sandaogo Damiba du Burkina Faso, il a écrit un livre sur le terrorisme. Allez voir ce qu'il dit dedans. Le terrorisme aujourd'hui au niveau du Burkina, mais est beaucoup plus, n'est-ce pas, planche beaucoup plus sur l'extraction des mines d'or. Allez voir. Vous savez que le Burkina est l'un des plus grands, après le Mali, dans la sous-région, l'un des plus grands producteurs d'or. Oh, oui. Et vous avez vu, il y a une émission d'ailleurs qui circule sur une de vos téléconsoeurs, ce genre d'émission dont l'or puisé au Burkina, là, au Mali et autres, atterrissent dans les Émirats. Le Malien même ou le Burkinabé qui est au fond de la mine en train de piocher, ne gagne rien comparativement à ceux-là qui sont assis de l'autre côté, mais qui animent ce genre de trafic. D'où vous voyez parfois certains de nos dirigeants se plaignent de ce que ce sont les Émiratis qui, n'est-ce pas, financent le terrorisme. Mais depuis lors, est-ce que des organisations comme les Nations Unies, la francophonie, la CEDEAO, l'Union africaine et autres se sont intéressés de par les quelques enquêtes qui ont été faites, est-ce qu'elles se sont véritablement intéressées à savoir comment aller couper les sources de financement du terrorisme? Déjà, localiser qui sont les financiers, les identifier, si possible même les afficher, et pourquoi pas demander à ce qu'on coupe leur revenus. Mais il s'avère qu'un monsieur comme vous et moi, avec 3 000 $ en poche, vous savez qu'au Nigeria, vous êtes arrêté. Si vous ne le savez pas, je vous l'enseigne. 3 000 $ en liquide dans votre poche, ben je crois que les SS Boys vous récupèrent et vous devez pouvoir justifier d'où viennent les 3 000 $. Juste parce qu'on nous a mis dans une psychose du financement du terrorisme. Est-ce que si j'ai moi, avec ma tenue là, j'ai 3 000 $ en poche, cela signifie que je finance le terrorisme? Donc, ouais, nos dirigeants aussi refusent de réfléchir. Ils se trompent de cible, quoi. Exactement. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. On se trompe, au lieu de s'occuper de l'essentiel, on va basculer de l'autre côté. Et vous voyez, ça crée toutes les difficultés que nous sentons au niveau social. Vous ne pouvez plus voyager avec de la liquidité sur vous. C'est vrai que c'est pas, franchement, je ne serais pas pour, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'avoir quand même 3 000 $ en poche, même si ce n'est pas dans le cadre du financement du terrorisme. Je crois qu'il y a aussi des braquages qui sont dont le phénomène est lié à l'insécurité, n'est-ce pas? Et laquelle insécurité est liée aussi au chômage, au manque d'emploi, n'est-ce pas, à la drogue et autres. Il y a beaucoup plus de phénomènes. Je l'ai souvent dit, refusez, n'est-ce pas, la sécurité, vous allez devoir vous préparer à affronter l'insécurité. Toujours est-il que ça fait un peu plus de 10 ans que ces mouvements-là sévissent dans notre sous-région et ces mouvements font face à des pays, à des armées entières, des soldats bien formés. Pourquoi on a du mal à venir à bout de ces mouvements? Là, vous me posez une question poignante, mais une question qui touche au cœur, n'est-ce pas, le point de notre émission. Allons nous interroger sur la capacité de ces groupes-là à s'armer. On n'est pas terroriste avec la bouche. On n'est pas terroriste avec les gros muscles. On est terroriste par des armes. Dans la sous-région ouest-africaine, c'est de ça qu'il s'agit. On vient, on tue, on brûle, on massacre. Mais le terrorisme en lui-même, tel qu'il le conçoit, je dis tel qu'il le conçoit, c'est le massacre de masse. Quand on vient, il faut brûler, il faut tuer le maximum de personnes pour laisser entendre son nom. En fait, à un moment donné, de mon point de vue et surtout de ma position, j'observe que ces groupes-là se retrouvent dans un challenge. On verra bon, qui va frapper le plus, qui fera plus de dégâts, qui va se faire le plus entendre. Et c'est en cela d'ailleurs que j'invite les médias à moins parler d'eux. Vous leur faites trop de publicité.
Vous faites trop de publicité à ces gens-là. Il faut les faire taire. Quand vous parlez d'eux, moins ils seront inactifs. Vous l'avez vu, depuis que Chekao est tombé, il s'est fait d'ailleurs sauter lui-même à l'issue d'un montant qui lui aurait été envoyé en termes de financement. Les banques existent, hein, je peux vous l'envoyer, elle est en Aoussa. Et il y a eu des échanges entre lui, des groupes et sous-groupes auxquels il devait partager les sous. Ils ne se sont pas entendus. Le clash est parti. Ils sont arrivés à lui. Il n'a pas voulu se laisser faire. Il s'est fait sauter. Qui a vu son corps? Personne. Toujours est-il que ces lieutenants ont confirmé sa mort. Mais à côté, le lendemain, naît une scission, n'est-ce pas, une autre section de Boko Haram. Et c'était Aminou. Celui-là vient d'être tué il y a 3 jours par l'armée nigériane à la suite d'un certain nombre de bombardements. Donc, vous voyez, c'est un phénomène auquel nous devons constamment avoir des informations. Vous devez, mais de manière quotidienne, minute par minute, suivre l'évolution de ces gens-là. Imaginez-vous, maintenant, on n'est plus au Mali. Là, maintenant, on est aux portes de la Côte d'Ivoire. Avant-hier matin, c'était le Ghana qui en avait fait l'objet. Sa première attaque terroriste, d'ailleurs. Le Ghana a été frappé. Le Togo, n'en parlons pas. Hein, c'était tout le nord du Togo qui était, n'est-ce pas, dans un bordel indescriptible. Permettez-moi le terme. Le Bénin, vous savez bien, vous êtes béninois comme moi, vous avez les infos. Et partant, l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à nos côtes. Venir à la mer pour avoir la capacité qu'ils n'ont pas aujourd'hui, parce que le Mali faisant un travail de titan, coupant dans l'espace aérien, et vous savez, le Mali est un pays enclavé, coupant l'espace aérien, empêche, n'est-ce pas, les avions de venir larguer ce que nous connaissons. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une note au niveau des Nations Unies qui accuse la France de soutenir le terrorisme, avec des preuves à l'appui. Vous savez, le gouvernement malien ne parle pas en l'air comme ça. Hein. Il y a la documentation, il y a tout. Ce sont des braves officiers qui, d'ailleurs, étaient aux portes de Kidal, comme je vous ai dit. Le colonel Assimi Goïta, lui-même y était. Il faisait partie c'était le patron des forces spéciales. Donc, il est encore vivant, il n'est pas encore. Vous pouvez lui adresser votre micro. Vous entendrez ce qu'il dira de son arrivée à Kidal et de comment il a été bloqué. Par qui? Par la France. Cette même France, pour revenir dans la durée, puisque c'est de ça que vous parlez, ça fait 9 ans que vous venez pour combattre le terrorisme. Et votre reportage l'a stipulé qui repartent au même titre que les Américains qui sont repartis de l'Afghanistan. Quand vous venez pour une opération, et Dieu seul sait, j'ai appartenu aux forces spéciales libyennes, ce sont des opérations tampons. Mon unité, c'était l'unité des CRAP, les commandos de réaction d'action en profondeur. Vous frappez l'ennemi, vous dégagez des lieux et vous repartez avec tout ce qui est important. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Et en cela, le Mali manquait de renseignements et d'appui aérien. Et il a été question pour le président Dionkunda Traoré de l'époque de faire une demande à la France en disant, bon voilà, si vous pouvez nous appuyer là et là, sur ces 2 secteurs, vraiment ce serait la bienvenue. Mais imaginez-vous, du jour au lendemain, d'ailleurs, d'où la naissance de l'opération Serval, et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une pléthore de militaires français sur le sol malien. 4000 qui ne sont même pas capables de lutter contre, n'est-ce pas, des djihadistes qui sont en moto, qui se baladent dans le désert. Ils ont des drones de dernière génération qui ont une vision de portée de près de 600 km. Mais là, on ne voit pas le djihadiste qui vient. Et je vous rappelle que le désert est quand même une zone poussiéreuse. Il suffit que vous levez un peu le bras, c'est la poussière qui est partie. Et les caméras thermiques et magnétiques qu'ils ont permettent, n'est-ce pas, de localiser le moindre mouvement de moto qui circule une voiture. Mais ils n'ont jamais eu de djihadistes. Ils n'ont jamais pu attraper de djihadistes. Donc, la question pour nous de savoir qu'est-ce que la France est venue foutre dans le Sahel? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Et depuis 9 ans qu'elle s'est installée, au lieu que le phénomène baisse, et qui sait, attention, la Légion étrangère française est quand même l'une des armées les plus redoutables. Hein. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait un tour par là-bas. Je vous dis que s'ils se sont installés, qu'ils ne sont pas arrivés à bout des terroristes, ben, y a un couac, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Alors, ce qui tourne pas, c'est que nous remarquons aujourd'hui qu'après leur départ, on remarque qu'il y a eu des trous béants partout derrière Kidal dans le désert là-bas. À quelle fin? Sur des zones orifères. Alors, les gens étaient là en train de piocher notre sol. Et d'ailleurs, admettons même que je mente. Admettons même que ce que je dis n'est pas vrai. Quand vous venez sur un théâtre d'opération, vous qui êtes une force extérieure, vous armez une arme, n'est-ce pas? Vous mettez des cartouches, tout ça. Quand vous ne commencez pas à envoyer des coups de feu, toutes les balles qui sifflent là, et les missiles qui sont envoyés, les bombes qui sont larguées, ça a un coût. Qui paye le coût? Le sous-sol malien. Le Mali n'est pas riche pour payer ça. C'est son sous-sol parce que c'est la seule condition à laquelle, à travers des extractions, ils viennent ils s'auto-payent. Vous voyez d'ailleurs tous les communiqués du temps du ministre Le Drian, il n'a passé tout son temps qu'à parler de oui, Wagner, puis l'ordre du machin. Mais eux, ils faisaient quoi avant? Ouais, donc on est dans un dilemme où, franchement, il va falloir réveiller la jeunesse en particulier. Moi, je m'adresse souvent à la jeunesse. Je ne m'adresse pas trop aux dirigeants. Certes, je suis consultant sur un certain nombre n'est-ce pas, de cadres républicains en ce qui concerne la protection de votre personnalité, de personnalités à haut risque. Parfois, sur le terrorisme, je donne mon avis. Mais je vous dis honnêtement, c'est à la jeunesse qu'il faut s'adresser aujourd'hui. Et lui demander d'éviter ce genre n'est-ce pas, de groupe, ce genre d'idéologie, et d'aller plutôt vers une idéologie qui lui permette, n'est-ce pas, d'éclore, d'aider son continent à se mettre debout, que d'aller se jeter dans la Méditerranée, qui d'ailleurs reste aussi un phénomène lié au terrorisme. Qu'est-ce que vous allez faire chez les autres? Est-ce qu'on doit déduire de votre explication que la présence française aurait nuit aux efforts des forces, que ce soit maliennes ou burkinabè, pour lutter efficacement contre le terrorisme? Mais avant de vous laisser répondre, je voulais rappeler aux internautes que s'ils ont des questions à notre invité, ils peuvent mettre leurs questions dans le fil de la vidéo live. Donc, je vous laisse répondre maintenant. En fait, il y a eu une petite coupure en plein milieu de votre question. Oui, je vous reprends la question. Je demandais tantôt, est-ce qu'on pourrait déduire de vos explications que la présence française aurait nuit aux efforts des armées des pays africains qui sont touchés dans leur effort de lutter efficacement contre le terrorisme? Mais sans aucun doute. Il faut même pas dormir tranquille, n'y réfléchissez même plus. C'est la pire de vérité. N'est-ce pas? Disons la stricte de vérité. Je vais vous donner un exemple, sinon deux. Retournons à l'époque du maréchal Idriss Déby Itno. Il était question de quoi? De la formation et de l'équipement des hommes et du financement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais remarquez ce qu'il a fait. En 2013, il n'a pas attendu, n'est-ce pas, l'ordre des Nations Unies ou de la France avant de passer par le Niger et rentrer à Kidal. Les forces tchadiennes sur la base de leur économie, une économie dont les rentes remontaient du pétrole, n'est-ce pas, qui devait servir d'ailleurs à la construction nationale. Et le président Idriss Déby a compris que si je ne vais pas dans cette guerre-là porter un coup d'arrêt, n'est-ce pas, aider nos frères du Mali à porter un coup d'arrêt au terrorisme, je risque d'en être victime. Imaginez-vous, 9 ans plus tard, les terroristes étaient au bord du lac Tchad et à Bouna. Et pour montrer, n'est-ce pas, à la France, à l'OTAN et ce qu'ils appellent la communauté internationale, qui s'étaient réunis pour apporter, n'est-ce pas, un certain nombre de moyens pour soutenir, n'est-ce pas, ce que nous appelons le G5 Sahel, d'ailleurs qui n'a jamais eu de moyens jusqu'à ce jour. Le président Déby Itno a pris sur lui de prendre les troupes tchadiennes, lui-même en tête, d'aller sur Bouna. Vous avez vu le résultat? Boko Haram a été décimé à partir de Bouna, chassé, renvoyé sur les terres nigérianes. Deuxième exemple, le lac Tchad. Vous voyez qu'à ce niveau-là, mais c'était pareil. Il a revêtu encore son treillis avec ses troupes. Il a nettoyé tout le lac Tchad. Il a mis le coin. Il est rentré à l'intérieur du Nigeria
sur 20 km à l'intérieur des terres nigérianes. Bien sûr, en convention, n'est-ce pas, bilatérale des deux armées. Il est ressorti, il a laissé. Est-ce que le Nigeria a pu occuper les lieux? Boko Haram est revenu s'installer. Ça veut dire quoi? L'Afrique en elle-même a les capacités, n'est-ce pas, au niveau humain, je veux dire militaire, de lutter contre le terrorisme. Le président Idriss Déby venait, à travers ce que je vous disais là, je viens de vous expliquer, de nous prouver que c'était possible. Maintenant, retournons sur le cadre du financement. C'était des promesses à n'en tenir. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et pendant ce temps, vous avez des forces qui s'installent. Je prends le cas de la MONUSCA en Centrafrique, la MINUSMA au Mali, la MONUSCO au Congo. Vous avez ces gens de forces-là, mais qui sont financés à des pléthores de billets de banque. C'est des milliards. Et derrière lequel, il y a un autre dossier sur lequel je suis, un dossier assez sensible. Allons-nous, je ne suis pas le seul. Toute la galaxie patriotique panafricaine est derrière cette affaire-là. Allez vous interroger sur comment sont payés les soldats de l'ONU. Quel est le chiffre réel qui leur a permis, dans la convention, qu'est-ce qui est signé? Combien ils devaient percevoir et combien ils perçoivent chez eux? C'est-à-dire, on se croit dans un business indescriptible. Il faut envoyer des forces là, il ne faut pas. Et d'ailleurs, pour chuter, vous constaterez que ces forces-là sont des forces dites impartiales. Elles n'interviennent jamais. Et vous voyez ce qui se passe au Congo. Les Congolais n'en veulent plus. Dégagez de chez nous. Vous allez au Mali, ce n'est même pas la peine. On leur demande d'aller, plier bagage et foutez-nous la paix. Et vous voyez, pour vous montrer un exemple à quel point ces gens-là financent ces terroristes, vous verrez que du côté du Congo, il y avait un char extemplier UN qui a chuté dans un bain. Mais quand on est allé pour secourir, n'est-ce pas, le personnel là-bas, on s'est rendu compte que c'était des sacs de coltan, de l'or, du diamant. Mais à quoi servent les forces de l'ONU? À du business ou à la sécurité des biens des personnes? Vous ne les verrez jamais dans le cadre d'un combat. Prenez le cas avec l'ONUCI en Côte d'Ivoire. J'y étais. J'y suis resté pendant 2 ans. N'est-ce pas? Aux côtés du général Mathias Doué, j'ai vu ce qui s'est passé. Il y avait même des hélicos extempliers UN qui débarquaient des soldats sur les toits à Abidjan. Est-ce que c'est leur rôle? Voilà des vérités. Quand vous les dites à nos chefs d'État, ils ne sont pas contents de vous. Ils ne veulent pas vous entendre. Moi, je n'ai pas besoin d'un chef d'État pour vivre. J'essaie de nourrir ma famille en toute honnêteté. Je ne rentre pas dans les conneries. Je n'ai jamais eu l'ambition d'être interrogé. Je ne le serai pas. N'est-ce pas? Mais on ne m'empêchera pas de dire ce qui est vrai. Parce que ça fait des années que je suis dans le domaine. Je sais et j'ai participé aux côtés de hautes personnalités militaires sur des théâtres d'opération. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, j'ai vu qu'en réalité, c'était un autre truc là qui ne disait pas son nom. Et aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que malheureusement, le terrorisme, si je ne prends que le Mali par exemple, je vais prendre le Mali en exemple, est en train d'être frappé dans tous ses recoins. Les terroristes aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils sont en train de créer un Émirati ou une base, comment vous appelez ça? Un État. Une étendue de... Voilà, voilà. Est-ce que c'est le cas? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous pouvez rendre à Kidal. Vous et moi, on prend une voiture, on peut aller à Kidal. Ce n'était pas le cas il y a des années. On peut aller même jusqu'au côté. Vous avez vu même l'armée malienne et l'armée algérienne en train de danser. Il y a des images sur Internet. Aux portes, n'est-ce pas, de la frontière algérienne, laquelle était fortement occupée et équipée par les djihadistes. Aujourd'hui, vous circulez. D'ailleurs, l'Algérie vient en appui, n'est-ce pas, non seulement militaire, mais sur le plan social, aide les Maliens quand même à aller récupérer leurs bagages. Quoique, bon, la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya est proche et fait un travail vraiment merveilleux d'entraide et de fraternité. Donc, ça vous dire quoi? Le terrorisme, oui, il existe quelque part, mais ce que nous voyons au Sahel, là, a un autre nom qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Ok, merci beaucoup. Avant d'aborder le second volet de notre débat de ce soir,
Je vais essayer de passer un autre élément si la technique est avec nous. Et puis après, on reviendra sur le plateau pour pouvoir continuer les échanges. Avec plaisir. Donc, quelques secondes, la technique, juste une seconde. OK, on a du mal à avoir l'élément, mais on va le récupérer. Donc, ce qu'on peut dire en entendant, dans le sillage du départ des forces françaises, on constate de plus en plus un sentiment anti-français sur le continent. Et ce sentiment anti-français, OK, juste un instant. Je crois que l'élément est prêt. Juste un instant. La Syrie, le Yémen, l'Éthiopie, le Soudan ni le Mali. Ce ne sont pas les Russes qui asservissent le monde par le mécanisme pernicieux de la dette. Monsieur, est-ce que vous entendez l'élément? Oui, tout à fait. Ok, c'est bon. Ce ne sont pas les Russes qui polluent le plus la planète pour accélérer le réchauffement climatique. Ce ne sont pas les Russes qui ont des projets de dépopulation de l'Afrique par tous les subterfuges machiavéliques. Ce ne sont pas non plus les Russes qui plébiscitent l'homosexualité et la transsexualité pour combattre la famille traditionnelle et les codes et valeurs originelles de nos sociétés. Chers Occidentaux, vos héros ne sont pas nos héros, vos modèles ne sont pas les nôtres. Le roi Léopold II de Belgique, qui a régné entre 1865 et 1907, est l'un des pires criminels que l'Afrique n'ait jamais connu, avec à son actif plus de 20 millions de civils congolais assassinés et mutilés, bien plus qu'Hitler, que vous présentez comme le pire des monstres, avec pour seule raison la couleur de ses victimes. Et pourtant, vos livres d'histoire et vos rues rendent hommage à l'assassin Léopold II comme un civilisateur de l'Afrique et un contributeur majeur à la prospérité de la Belgique et de l'Europe, du fait du pillage du Congo, l'un des plus vastes et riches pays d'Afrique, qu'il avait décrété en son temps comme étant sa propriété privée. Charles de Gaulle, que vous considérez comme le héros de la France, ne peut bénéficier d'aucun autre attribut en Afrique que celui de criminel, au regard de la multitude de ses œuvres macabres, dont des millions de victimes au Cameroun, en Algérie et partout en Afrique. Au XIXe siècle, le docteur américain James Marion Sims a pratiqué des expériences chirurgicales sans anesthésie sur des centaines de femmes noires qui lui ont servi de cobayes humains. Pourtant, votre histoire retient qu'il est le père de la gynécologie moderne et une statue en sa mémoire trône à New York. Entre 1982 et 1992, Wouter Besson, alias Docteur de la Mort, a assassiné des milliers de Noirs en Afrique du Sud, conformément au programme gouvernemental de diminution de la population noire à l'aide d'armes bactériologiques. Et pourtant, il a été acquitté en 2002. Cher Occident, toute l'histoire du peuple noir est pavée de cadavres et écrite en lettres de sang du fait de la multitude de tes crimes. Le seul souvenir que l'Afrique garde de sa relation avec toi, c'est la désolation et le chaos. Cher Occident, tes lois, tes intimidations, tes manigances et tes compassions pour garder l'Afrique dans ton carcan hégémonique ne peuvent plus prospérer. Tes promesses d'aide, d'assistance, de droits de l'homme et de démocratie, tu peux les remballer. Ta face hideuse ne peut plus être tolérée en Afrique. Le divorce est consommé, le mariage était forcé. Pour l'Afrique, tu es son pire cauchemar. L'Afrique n'a pas à demander la permission de l'Occident pour choisir ses partenaires. Quand on est dans une relation où on vous ment, vous viole, vous humilie en permanence et sans interruption depuis le début, il faut partir en courant, car rien ne peut être pire. La Russie n'est pas la panacée pour l'Afrique, mais la bouée de sauvetage qui permet de passer de l'autre côté de la rive, loin des vautours, des crocodiles et des vampires. Cher Occident,
C'est dans ton intérêt ultime d'entendre les aspirations des peuples africains à s'affranchir de ton joug. Mais si tu t'entêtes dans tes méthodes éculées, les populations africaines prendront leurs responsabilités, aussi bien à ton endroit qu'à celui de tes valets de l'intérieur. À bon entendeur, salut. Donc, cet élément que nous avons partagé, on n'est pas au fait l'auteur, mais on a partagé ça quand même. Ça résume tout ce qu'on reproche un peu à l'Occident sur le continent. Est-ce que le sentiment anti-français qu'on constate se fonde sur ces éléments, M. Hamzat? Avant de vous parler de ce qu'ils, je dis bien ce qu'ils, eux-mêmes ont appelé sentiment anti-français, je peux vous rassurer de ce que vous pouvez être tranquille par rapport à cet élément. C'est un élément qui a été confectionné par un éminent, n'est-ce pas, combattant de la galaxie patriotique panafricaine, en l'occurrence Paul Ella, qui est un Camerounais, que vous verrez de temps en temps. D'ailleurs, je vous invite à prendre contact avec lui dans le cadre du panafricanisme pour avoir son brin de, n'est-ce pas, d'idées par rapport à ce qu'il pense du panafricanisme dans les mois, les semaines, les mois et les années à venir. Un brillantissime, n'est-ce pas, universitaire, un monsieur qui ne tranche pas quand il s'agit de la galaxie patriotique. Mais vous constaterez que depuis un certain temps, du fait de l'échec cuisant de la France, n'est-ce pas, souffrait quand même que si j'ai à charge la sécurité de votre maison et que je ne fais pas le job, que vous puissiez me montrer le chemin de la porte. C'est clair et net, hein? Il n'y a pas un français académique pour expliquer ça ici. Vous savez, moi, je fais souvent dans un français moyen, le français académique, gros français, là, avec des mots que le citoyen ne comprend pas du tout, on sait le faire aussi. Mais moi, je surfe un peu sur, n'est-ce pas, la méthodologie du président Laurent Gbagbo, qui, terre à terre, explique à son peuple, qui comprend d'ailleurs parfaitement les enjeux de son combat. Donc, nous faisons comme lui, parce que nous sommes ses petits héritiers. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Il y a un sentiment anti-oligarchie française. Ceux-là qui viennent piller nos sols ne sont pas d'accord de les voir. Ceux qui viennent installer des bases ici pour foutre le bordel, c'est ceux-là que nous ne voulons pas voir. On n'a rien à voir avec le peuple. Le peuple français est un peuple ami, un peuple, disons même un peuple frère. Si tel est que nous constatons que nos frères sont mariés à des Françaises et qu'il y a des enfants qui naissent, il y en a qui ont la double nationalité. Le problème est très élargi. Quand surtout on ne vienne pas sur vos antennes vous endormir avec ce genre de propos. Ce sont leurs chaînes mainstream, n'est-ce pas, qui sont à la solde de l'impérialisme international et de ces valets locaux qui vous servent ce genre de salade. Il ne faut pas avaler ça. C'est un plat pourri auquel nous, on n'appartient pas. Moi, j'ai des soeurs qui sont mariées à des Français, qui ont d'ailleurs des enfants français. Il y en a même un qui traîne ici dans ma maison, là, qui est en vacances. Alors, à le voir, ne suis-je pas fier d'avoir un neveu dont, n'est-ce pas, la culture et une partie, n'est-ce pas, des ressources viennent de l'autre côté. C'est du bonheur. Donc, ceux qui veulent nous mélanger, là, qui veulent mélanger le peuple africain au peuple français, qui sachent qu'ils ont perdu leur bataille d'avance. On n'est pas inscrit à ce calendrier. Le sentiment anti-français pour nous n'existe pas. Le sentiment anti-oligarchie, le style un peu, comment il s'appelle, Yves Le Tourian, moi je l'appelle Le Tourian, les méthodes Foucault, ce sont ces méthodes-là que nous refusons. Venir assassiner nos leaders, commanditer des coups d'État à tout va, de droite à gauche. Et le reportage le dit, quand vous prenez la Russie, dites-moi de vous à moi, le pays qui a été colonisé par la Russie, le pays africain colonisé par la Russie, il n'y en a pas. La Russie même, du temps du général Mathieu Kérékou, vous devez le savoir, puisque nous sommes presque de la même génération, faisait partie de, je dis bien, la grande Russie de l'époque, l'Union soviétique.
était celle-là même qui venait en appui, en armement et en formation à tous les pays africains, n'est-ce pas, frères et amis de la Russie, qui voudraient, qui étaient, n'est-ce pas, dans la vision indépendantiste. Vous avez en Angola, c'est une guerre qui a duré plus de, je ne sais pas combien d'années, avec Jonas Savimbi, face au pouvoir, n'est-ce pas, du feu président angolais Eduardo dos Santos, feu Eduardo dos Santos, dont la dépouille vient d'atterrir cet après-midi à Luanda, paix à son âme. Mais allez constater que nous sommes bien quand nous allons en France. Moi, j'ai fait 18 ans en France. Je n'ai jamais eu de problème avec un Français. J'ai jamais eu de... Ni avec... j'ai souvent, n'est-ce pas, opiné et attaqué les politiques français, et spécialement le président Sarkozy, sur ce qu'il a fait de la Libye. Partout où passe cette oligarchie, c'est le désordre, le bordel, les calamités, les morts, les maladies et tout ce qui peut s'en suivre. Il y a des bandes sur Internet qui prouvent que le virus Ebola, ce sont les services secrets qui viennent nous les oculer. Et venant de leur propre bouche, ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas un régime africain qui le dit. Ils sont votés dans leur fauteuil, ils le disent. Ceux qui ont assassiné Patrice Lumumba, c'est les mêmes là qui vous disent qu'ils ont ça dedans. Ils ont fini par la relâcher. Est-ce que c'est un Africain qui détenait cette dent? Ce monsieur-là qui l'a fait, pourquoi on lui pose pas des questions? Ouais. Il y a un laxisme de l'autre côté, à ne pas réclamer justice face aux différentes, n'est-ce pas, difficultés auxquelles nous ont soumis, n'est-ce pas, ces colons, ces barbares, c'est le mot qu'il faut employer. Ce sont des barbares, à nul autre pareil. Le terrorisme dont on parle là, c'est eux qui sont ceux qui ont tué Ernest Ouangé, Yobe, Thomas Sankara. Vous verrez toujours la main de la France. D'ailleurs, quand le président Macron était à Ouaga, il lui a été demandé de déclassifier, n'est-ce pas, au niveau de la France, je veux parler du service de la sécurité extérieure, la DGSE, le service général de la sécurité extérieure, d'aller au niveau du service action, déclassifier les documents du coup d'État du 15 octobre 1987 qui a emporté notre père, notre grand frère, le capitaine Thomas Sankara, dans les flots de l'histoire, dans le sang. Ils ont déclassifié les documents qui concernaient la partie burkinabé et ils ont gardé, ils ont couvert les leurs. Ça a été toujours comme ça. Il va falloir que ça s'arrête un jour. Et pour que ça s'arrête, il va falloir que nos juristes, nos éminents juristes là, qui ont des bacs plus de 50, n'est-ce pas, à ne rien en faire, se réveillent pour dire, bon, quand même, il est temps maintenant qu'on aille fouiller un peu dans les documents. Encore, dit-on en France, quand vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. On ne lit jamais. On ne lit pas, mon frère. Donc, ceci étant, on nous cache des vérités. On fait semblant de dire, bon, on va mettre sur la place publique, on va déclassifier. Mais on vient plonger des éléments comme le Gilbert Dendéré ou autres là, Blaise Compaoré, ceux qui ont été les meneurs. Mais où étaient les commanditaires? Où sont les commanditaires? Dans une action, vous avez 3 paramètres sur lesquels, au cas où vous voulez faire une enquête, sur la base de mon expérience personnelle, vous vous attaquez. Vous voyez qui sont les commanditaires, qui sont les financiers et qui sont les meneurs. Il n'y a pas un quatrième. Les commanditaires, les financiers et les meneurs. Mais dans le cadre du Burkina, ceux qui sont arrêtés là, qui ont été condamnés à perpétuité, c'est ceux qui ont mené l'action. Ou du moins qui ont contribué à ce que cette action-là se fasse. Mais ceux qui ont financé, ils sont où? Ceux-là qui sont tapis là-bas, qui sont au vin, au champagne, au caviar, et qui sont les commanditaires, les réels cerveaux de secours, est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non, parce qu'on a refusé de déclassifier les dossiers. Je vous renvoie plus loin. La mort du président Fitzgerald Kennedy des États-Unis, vous y êtes à côté, vous êtes au Canada. Est-ce que vous n'avez jamais su réellement ce qui s'est passé à ce jour? Les dossiers sont toujours classifiés. On ne peut pas les déclassifier tant que les acteurs sont toujours vivants et qu'ils aient servi l'intérêt de cette oligarchie-là et de ces multinationales qui financent, n'est-ce pas, ce genre de bordel en Afrique. Et ils se cachent souvent derrière des ONG
Je ne les cite pas, vous les connaissez bien. Et dès qu'on a envie de semer un peu de zizanie, on vient chez vous, on dit, vous êtes président de la République, l'ONG, je ne sais pas quoi, a remarqué qu'il y a des non-respect des droits de l'homme par ici, les femmes sont violées. On vous habille d'une étoffe nauséabonde qui ne vous permet pas, n'est-ce pas, de vous laver. Vous n'êtes, allez chercher tous les détergents du monde, vous ne serez pas propre. Et en ce moment-là, on prépare derrière le scénario des hommes en action. Et vous savez, le service d'action de la DGSE, qui se trouve d'ailleurs aux Invalides, au 6e sous-sol des Invalides, c'est là que vous entendez sur les antennes dit, c'est le service des barbouzes. Il y en a là qui s'est fait arrêter en Centrafrique, qui était sur le point de descendre le président Touadéra, qui a lamentablement échoué. Bon, vu qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus se mettre au premier plan, ils utilisent les nôtres, qu'ils soudoient, n'est-ce pas, à coût de centaines de millions. L'autre idiot qui s'est incrusté dans la mosquée, qui cherchait à, n'est-ce pas, à égorger le président malien, mais le colonel Assimi Goïta n'avait même pas besoin de sa garde, puisque lui-même déjà avait maîtrisé l'élément à travers le couteau. Et vous savez, contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas, le colonel Assimi Goïta que vous voyez là, j'aurai une émission pour vous parler, n'est-ce pas, de son parcours. Un combattant, même au-delà de ce que vous pouvez penser. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Vous le voyez, non? Il est serein, il est calme, il est d'une froideur. Mais c'est un silence de cimetière, mais avec des actes très poignants. C'est franchement un officier de poigne. Je vous fais une émission de là 22h là, jusqu'à 6h du matin, je vous parle d'Assimi Goïta sans répit. Un officier qui, d'ailleurs, au vu des actes aujourd'hui posés, fait du Mali ce que le Mali est en train de devenir. Et il n'est pas le seul. Ils sont beaucoup comme ça au Mali. Mais lui particulièrement, je vous ai dit, il était au port de Kidal. Face aux terroristes, il a dit, donnez-moi 48 heures, j'arrive à la frontière algérienne. Ils l'ont bloqué. Parce qu'en ce temps, on avait déjà installé des trucs où, voilà, il faut sucer un peu. Parce que le Mali n'a pas les moyens de payer toutes les munitions qui sifflaient dans le désert. Alors, il faut puiser quelque part pour payer les fibres d'armement ailleurs. Ouais, donc, le problème d'anti-français, c'est une connerie, c'est une bêtise, n'est-ce pas, qui sort de l'entendement humain. Maintenant, si on nous dit que nous sommes anti-français parce que nous refusons qu'on vienne piocher nos ressources, alors là, nous sommes anti-français. Si on nous dit qu'on refuse que nos femmes soient éventrées par des terroristes, nos enfants égorgés par des idiots qui ne comprennent rien, nous sommes anti-français. Si on vient nous dire que le Bénin demain sera coupé à partir de Dassa et que le Nord va s'appeler je ne sais pas quoi, ou bien le Mali coupé en deux, la Zawad, nous sommes anti-français, nous le demeurons. Si c'est tel que c'est cette idéologie-là qui nous est donnée, moi personnellement, je vais me constituer anti-français. Et mieux, quand nos institutions régionales, sous-régionales, continentales, je veux parler de l'Union africaine, la CEDEAO, la SADC, l'UEMOA, toutes ces institutions qui sont financées par l'Occident devaient avoir honte et arrêter n'est-ce pas, de tout entendre la main. S'ils refusaient de voir ça, doit être considéré comme étant anti-français, je le suis et je suis coagulé. Je ne mens pas dessus. Donc, ça vous dit quoi? En une phrase, il va falloir que les Africains se réveillent parce que refuser de subir, c'est passer à l'action. Et désormais, il va falloir passer à la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, tout nez pour nez, oreille pour oreille. C'est le seul moyen par lequel, d'ailleurs, la France et tous ceux qui sont portés au Mali, qui d'ailleurs, je vous citais, de Serval en allant par Barkhane, est transformé sous le coup de l'échec cuisant qu'a connu la France, transformé en Takuba multinationale européenne, n'est-ce pas, et couvert par l'OTAN. On se rend compte qu'aujourd'hui, même ceux qui sont autour sont en train d'aller. Vous voyez dans l'Égypte. L'Égypte a rappelé ses hommes. Il faut rentrer. On ne voit pas qu'elles sont foutues dans ce bouclier. L'Allemagne, d'ailleurs, vu que bon, la France a été dégagée, elle n'a plus de repères, elle veut retirer aussi ses hommes. Mais on ne demande que ça, nous. On demande qu'à ce qu'ils partent. Et mieux ils partent, moins les terroristes seront servis, parce que c'est eux qui les approvisionnent.
Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, une moto. Vous connaissez une moto, on roule, tout le monde roule dans la moto au Bénin. Vous traversez un désert de 600 km. Prenez Menaka, Gao ou bien vous pensez qu'avec une moto, vous faites ce genre de kilomètres? Qui ravitaille ces motos-là? Par quel mode opératoire ces motos sont ravitaillées? Où sont-elles ravitaillées? Qui ravitaille ces motos? Qui leur donne du carburant? Et où sont placées les stations dans le désert? En avez-vous vu une station dans le désert? Station d'essence? Il n'y en a pas. Mais comment ont-ils l'essence pour parcourir autant de kilomètres pour arriver frapper sur des bases et retourner sans être inquiété? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Le transport des munitions, des armes, il y a dans une caisse, il peut y avoir des grenades offensives ou défensives. Si par mégarde du transport, la goupille, elle est amenée à, n'est-ce pas, par erreur de circonstance, à sortir du mécanisme, la grenade saute et tout le convoi avec. Alors, il est positionné à des endroits bien indiqués et vous les voyez. Regardez dans leurs mains, ils ont quoi comme téléphone? Des téléphones satellitaires que l'armée conventionnelle n'a pas. D'où détient-ils ces téléphones? Et vous savez que le téléphone le mieux tracé au monde, c'est le téléphone satellitaire. D'où l'identification du positionnement d'Oussama Ben Laden. Le sang, déjà, à travers son médecin, mais aussi les appels qui étaient passés. Donc, ça vous dit quoi? On est dans un monde où on ne peut plus, nous là, en tout cas, moi, on ne m'endort pas sur des questions liées au terrorisme. Nous savons ce qui se passe dans nos États. Et nous convions nos chefs d'État parfois à nous écouter. Moi, je ne demande pas à être payé pour ça. Hein. Je demande à ce que l'État fasse son job pour que moi et moi, quand vous serez en vacances au Bénin, qu'on puisse prendre un véhicule, aller à Tchoubi, boire notre Tchoukou, tranquille, si tel est que bon, vous buvez du Tchoukou, moi je n'en bois pas. Mais qu'on profite quand même de la nature, qu'on profite de la viande de brute, et qu'on mange notre pacoma avec beaucoup de choses, n'est-ce pas, mantinga, qu'on soit tranquille chez nous. On aspire à cette quiétude, à cette paix, à cette sérénité. Si on refuse de nous laisser tranquilles pour accéder à ce genre de vie, qui d'ailleurs relève de nos arrière-parents, nos parents, vous savez que nos parents, autant de nos parents, il n'y avait pas de prison. Vous le savez, hein? Oui. Il n'y avait pas de police. La police, c'était quoi? Selon ma thèse, c'était les embêtants. Vous vous rappelez que même au temps de la Révolution, ils étaient obligés de sortir à 21 ans. Il y a l'euro, ce fétiche-là qui sortait, qui renvoyait tout le monde à la maison. Il y avait des méthodes de gouvernance, n'est-ce pas, sécuritaire à l'époque qui permettaient à la cité de se tenir tranquille. Aujourd'hui, vous avez gyrophare, motard, chat, tout ce que vous avez, avion en haut, hélicoptère, tout. Vous n'êtes pas en sécurité. Retournons aux fondamentaux, chers frères. C'est pour cela que je vous dis, refusez de subir, c'est passer à l'action. Merci beaucoup, M. Souleymane Hamzat. On sommes pratiquement au thème de cette émission, mais je vais vous partager avec vous quand même une ou deux questions des internautes. Et comme ça, après ça, je vais prendre votre mot de fin. Donc, on a un internaute qui nous demande une question d'ordre général. À quand la vraie lutte pour l'indépendance réelle de l'Afrique francophone? C'est la première question. Une autre question, quelle stratégie pour le gouvernement du Bénin face aux incursions répétitives des forces du mal qui ont quasiment pris possession des zones frontalières au Burkina d'où ils opèrent? Donc, sur ces deux questions, vous pouvez répondre et puis après, on va pouvoir conclure l'émission. Pour ce qui est de la première question, si vous pouvez bien me la rappeler, je pense qu'on parle de... Il demande à quand la vraie lutte pour l'indépendance de l'Afrique francophone. Oui, francophone, voilà. Oui. Je veux d'abord citer à cet internaute que j'admire d'ailleurs, une question vraiment excellente, une question vraiment bien réfléchie. Je lui dis ceci, quand je lui donnerai mon avis, qui peut ne pas être un avis général, mais qui peut être un avis consensuel. Je veux lui faire savoir d'abord que nous ne sommes pas du tout indépendants. Nous n'avons jamais acquis une indépendance. Celle qui nous a été nommée sur du papier, elle est nominale pour trois raisons que je cite. Un, pour être un État sérieux, il faut avoir une monnaie.
qui vous permet des échanges, mais à tout point de vue. Deux, il faut avoir une armée solide, capable de défendre votre État. Et en troisième position, il faut avoir des citoyens, mais des patriotes convaincus de la cause nationale. Est-ce que c'est le cas au Bénin? Commençons déjà par là, et nous allons parler après d'indépendance. Ceux qui se sont levés et qui sont allés dans ce sens, je cite Oumyobé, je cite Thomas Sankara, je cite Haïlé Sélassié, je cite Samora Machel, ils sont beaucoup, sans oublier le grand Muammar Kadhafi, ils ont été tous décimés. Par qui? Par ceux-là qui financent ce que vous voyez dans le désert. Donc, je voudrais dire à mon cher frère de l'autre côté, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, merci de cette question. Il s'appelle Emmanuel Christian. Emmanuel Christian, oui. Je vous salue pour cette question très poignante, n'est-ce pas, qui vaut, n'est-ce pas, un thème de réflexion. Un thème de réflexion autour duquel, d'ailleurs, au lieu d'aller faire des défilés pompeux à chaque fois qu'il y a cette fête de l'indépendance, on ferait mieux de faire une conférence nationale, n'est-ce pas, autour de laquelle tous les citoyens peuvent opiner et dire ce qu'ils ressentent de l'état d'avancement de la nation. Que de faire des défilés à coups de milliards. Moi, je suis président de la République, vous n'aurez pas de défilé. Le 1er août, vous vous asseyez pour qu'ensemble, nous disons, voilà le programme que j'ai dit, voilà, je vous apporte. Qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à là? Qu'est-ce que vous ressentez et quels sont les moyens pour moi de nous aider à avancer? C'est de cela qu'il s'agit. Les milliards qui sont dépensés au défilé, là, on aurait pu construire un hôpital avec. On aurait pu construire des écoles avec. Moi, président de la République, il n'y aura pas de défilé. Il n'y aura pas de défilé. La souveraineté passe d'abord par le fait déjà de s'affranchir que dit le président Thomas Sankara en l'occurrence? L'esclave qui refuse, n'est-ce pas, le passage m'échappe un peu, d'assumer sa propre turpitude ne mérite pas qu'on ne s'appuie pas sur son sort. Oui. Si vous êtes là à parler d'indépendance, alors que vous n'avez même pas un boulot en main, vous n'êtes pas capable d'avoir une monnaie qui vous permet d'aller acheter partout là ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, pouvoir voyager, n'est-ce pas, d'ici au Nigeria, au Togo, sans être inquiété. J'invite même cet internaute à prendre son passeport et à traverser toute la sous-région jusqu'au Sénégal. Il verra quel est le calvaire des populations aux frontières de chaque pays, malgré que nous sommes coiffés par ce que nous appelons la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait cette expérience, je la fais tous les 3 ans pour jauger et faire une évaluation sommaire du comportement sanitaire, policier et administratif de ceux qui sont sur nos frontières. C'est une catastrophe. Et c'est dans cela que d'ailleurs nous accusons la CEDEAO en lui demandant, au lieu d'aller faire sanction sur le Mali, là, qui se pointe sur chaque frontière pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour faciliter, n'est-ce pas, le mieux-être, le déplacement, le bon vivre, c'est-à-dire cette capacité-là à rester chez soi et vivre chez soi. Et refuser de faire ça, c'est ça qui pousse nos frères dans la Méditerranée, qui malheureusement, pour nous, ne reviennent pas, et pour d'autres qui, une fois de l'autre côté, sont soumis à un autre calvaire que nous connaissons. La deuxième question, enfin. Oui, de façon, il parle du cas de Bénin, que quelle solution on envisage pour empêcher une incursion des forces djihadistes à partir du Burkina au Bénin? Je vais lui répondre sur 2 aspects. Je lui répondrai premièrement en tant que consultant. Et deuxièmement, je lui demanderai à lui de poser la question au gouvernement. Moi, je ne suis pas aux commandes. Je n'ai pas les commandes du pays. Je n'ai pas le pouvoir décisionnel. Celui qui a le pouvoir décisionnel en République du Bénin, il s'appelle M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Et ce pouvoir-là, il l'a de manière discrétionnaire. Et il est capable de permettre ou de ne pas permettre, n'est-ce pas, la lutte selon les moyens qui lui ont été attribués dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais je fais un constat. Avant de venir lui donner ma deuxième opinion, je fais un constat, c'est que l'armée béninoise, je ne parle pas de la police républicaine, d'ailleurs sur laquelle j'ai refusé la fusion depuis le début. Et je continue, je maintiens ma position, je continue de refuser cette fusion-là. Il faut que la gendarmerie soit dans son rôle et la police dans son rôle. Mais ça a été une réforme du président Talon. Il est au pouvoir, c'est à lui de décider de notre sécurité à nous. Vous pensez si demain mon domicile est frappé, j'ai recours à qui? À la police.
c'est le lieu indiqué pour ma plainte avant de les porter au niveau des tribunaux. Donc, c'est lui qui a la sécurité nationale à charge. Et partant, toute l'équipe qui autour de lui font en sorte que les Béninois mangent, dorment, circulent tranquillement. Donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui pour que le Bénin soit tranquille, mais il le fait avec amour. On ne l'aime pas, on le critique, chacun a son opinion sur lui. Moi-même, je suis dur sur un certain nombre de points, mais quand il fait bien, j'applaudis, je ne me gêne pas. Vous savez, j'ai souvent dit sur mes émissions au plateau béninois, j'ai souvent dit je ne suis ni mouvance ni opposition, moi. Moi, je suis avec le peuple. Je ne suis ni avec l'opposition ni avec la mouvance. Tant que le peuple est tranquille, et quand c'est le président Talon qui pose des actes pour que le peuple soit tranquille, je l'applaudis. S'il ne fait pas son job, je monte sur les antennes, je dis, monsieur le président, ça ne va pas. Ça ne fait pas de moi un opposant ni un mouvancier. Ça fait de moi un patriote tout court. Donc, vous dire quoi? Que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le constat est que de mieux en mieux, les forces béninoises gèrent avec brio, n'est-ce pas, les attaques, toutes les intrusions qui ont eu lieu au niveau du Bénin, certes, ont emporté de vaillants soldats, hein, paix à leur âme, quelques secondes de silence aussi pour eux. Et surtout, vous voyez que l'armée reste déterminée. Elle est coagulée, elle veut aller de l'avant. Elle ne le fait pas parce que c'est M. Patrice Guillaume Athanase Talon qui le leur demande. Mais il le leur demande aussi, puisque c'est lui qui pourvoit en armement, bien sûr, avec l'argent du contribuable, il faut le dire, mais il le fait. D'autres auraient été là, ils ne le feront pas. L'armée aujourd'hui est équipée, n'est-ce pas, à tous les échelons. L'armée de terre, la marine, vous voyez, est-ce que dans les temps anciens, là, vous voyez des patrouilles fluviales, est-ce qu'il y en avait? Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Je ne vais pas venir ici sur ce plateau, n'est-ce pas, déverser toutes les capacités de mon pays à lutter contre le terrorisme. Ah, c'est mon point fort. Ce n'est pas à moi de vendre mon pays. N'est-ce pas? Je dois faire en sorte que l'ennemi n'entende pas de ma bouche ce qu'il y a de positif chez moi. Mais ce qui est sûr et certain, s'ils mettent pied sur nos frontières, là, ils auront un répondant de l'armée béninoise. Et c'est ce qui se fait avec brio. Donc, n'allons pas dans du défaitisme. C'est une guerre asymétrique qui peut frapper n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il revient à nos autorités en charge de la sécurité nationale, n'est-ce pas, des biens, de la protection des biens et des personnes, à chacun dans son rôle de jouer sa partition. Il ne revient pas à quelqu'un, sous prétexte qu'il a des galons à en finir, de croire qu'il est le champion de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme n'est pas la lutte contre le terrorisme, pardon, n'est pas une affaire d'un militaire, un soldat ou un groupe de soldats. C'est toute une synergie d'action au niveau renseignement, équipement, formation des hommes et surtout engagement, sans oublier, n'est-ce pas, la témérité des hommes. Donc, le président actuel fait son job. Ce n'est pas un militaire, mais il fait mieux que d'autres qui sont militaires à côté qui ne tiennent pas. Je ne cite pas de nom. Et vous voyez de qui je parle. Donc, c'est vous dire quoi? Le Bénin est résolument engagé au même titre que d'autres nations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il va falloir que les populations que nous sommes viennent en appui. Quoique je lève cet équivoque, la sécurité n'est pas faite pour les populations, elle est faite pour ceux qui sont formés pour. Ceux qui ont à charge de la sécurité de nous, vous et moi, devons faire notre sécurité. Mais n'empêche que nous autres, quand nous voyons un délinquant qui traverse notre ou la clôture du voisin, que nous soyons capables de dire, ah, monsieur le commissaire, il y a un délinquant ici qui circule depuis. Il faut attirer l'attention de ces autorités-là, n'est-ce pas, sécuritaires, sur le fait qu'il y a des intrusions, il y a des mouvements qu'on ne maîtrise pas trop bien. Parce que si vous refusez de le faire, vous serez frappé dans votre lit. Ils viendront à vous. Il faut signaler tout ce qui ne va pas, tout ce que nous constatons d'anormal. N'est-ce pas? Et vous savez, à l'époque, il y avait, temps de la Révolution, ce que nous appelons les comités révolutionnaires de sécurité. La nuit, à partir de 22 h, vous circulez plus sans votre carte d'identité. Hein. On veut savoir qui vous êtes. Pourquoi vous circulez la nuit? Ce n'est pas un État policier.
c'est une manière pour nous d'empêcher l'ennemi de circuler à tout va. Et ça, nos autorités, n'est-ce pas, doivent avoir la capacité, disons, communicationnelle. Parce que c'est vrai que l'armée est la grande muette, mais elle ne communique pas beaucoup. Il va falloir qu'on lève le tabou sur ce que c'est que ce qu'ils appellent le terrorisme, et surtout que les questions de sécurité ne soient pas mélangées aux questions militaires. Un agent de sécurité bien formé n'est pas un soldat. Le soldat n'a pas toutes les capacités intellectuelles, n'est-ce pas, de celui qui est formé dans le cadre de la sécurité. La sécurité, c'est un autre domaine. La protection des hommes n'est pas la sécurité. Le combat militaire non plus ne relève pas de ça. Donc, ce sont des domaines extrêmement différents. Et je mets au défi quiconque viendra me dire le contraire. Je suis prêt à partager un plateau, n'est-ce pas, avec qui veut me faire dire le contraire. Ça fait 25 ans que je suis dans ce domaine. Je suis très heureux, je suis sur la conclusion, d'avoir participé à cette émission, n'est-ce pas, sur votre plateau, que je recommande d'ailleurs à tous les panafricanistes. Un plateau de très bonne facture, n'est-ce pas, sur lequel d'ailleurs le langage est libre, n'est-ce pas, responsable et surtout, n'est-ce pas, possible, dans ce cadre-là, de faire ressortir tout ce que l'on a comme idée, capacité à faire en sorte que non seulement notre continent, mais nos pays en premier, vivent en toute sérénité, dans le bonheur, la quiétude et dans la paix. Je terminerai enfin par cette émission sans saluer tous les mouvements patriotiques panafricains, tous les mouvements panafricanistes qui, dans un souci, n'est-ce pas, d'une renaissance africaine, sont en train, n'est-ce pas, de lutter pour de perdre des ménages dirigeants, des compatriotes, des combattants, et surtout demander à nos chefs d'État de réfléchir un peu plus à aller du côté des peuples que d'aller du côté de leurs intérêts, comme ce qui se fait au niveau de la CEDEAO. Merci à vous. Très agréable fin de semaine. Bon début de semaine prochaine et que les bénédictions divines soient. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité, pour partager votre expertise avec nos internautes qui sont un peu aux quatre coins du monde, j'allais dire. Donc, nous avons reçu pour vous M. Suleiman Hamzat, qui est expert en problématiques de terrorisme et des questions de conflit et de sécurité. Donc, nous avons abordé de long en large les questions des mouvements terroristes dans la sous-région. Le débat va continuer sur le net et puis la version YouTube de cette émission sera mise en ligne d'ici demain. Et puis, les internautes peuvent continuer par découvrir tout le développement que vous avez fait, toute l'argumentation. Donc, je vous remercie une fois pour votre disponibilité. Je remercie aussi les internautes qui sont restés avec nous. Je n'ai pas pu relayer tous les commentaires parce que sinon, l'émission serait trop longue. Donc, je les remercie quand même pour leur participation et puis on va se donner rendez-vous pour le dimanche prochain. Merci beaucoup, M. Hamzat. Àgbàlagbà àgò àgò òjò àfẹ́.